Bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu et merci de nous prêter une fois de plus votre attention. Nous sommes mardi et il est déjà 23 heures sur vos montres. Vous êtes bien sur votre chaîne Canal 2. Alors ce soir, nous allons continuer avec notre thème, le Kong et le Famla. Nous allons une fois de plus arpenter des couloirs qui sont beaucoup plus, je ne vais pas dire beaucoup plus, mais qui sont mieux connus de moi par le professeur Emmanuel Glipote, qui va nous dire de quoi il s'agit ce soir. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Laura Gatt. Bonsoir, j'adresse mon bonsoir à toute la communauté de téléspectateurs qui s'intéressent à cette émission et d'aucuns qui sont désabonnés sur YouTube et d'autres qui sont désabonnés à nous regarder en direct puisqu'il n'y a pas de rediffusion à cette émission pour le moment. Alors je dis donc merci aussi à toute l'équipe qui nous accompagne, ainsi que le promoteur de cette chaîne. Alors ce soir nous allons parler du Kong et de Famla. Alors on commence à entrer petit à petit parce qu'au départ on a parlé du cannibalisme, après on a parlé de l'esclavage occulte. Et l'esclavage occulte suite a permis donc de rentrer dans le couloir qui nous conduit vers le site du Kong et de Famla. Alors ce couloir commence ce soir à voir qu'est-ce que c'est que le rapport de force en fait. Du moins le sous-bassement de ce que nous allons parler de ce soir. Pourquoi les uns ont le dessus sur les autres? Parce qu'en réalité, bon, les qui ont le droit de vendre les qui? Parce que c'est ça la grande question que nous devons répondre, ou bien qu'on se pose les gens. Hein, parce que vous pouvez dire que votre père, votre mère a l'ascendant sur vous, mais vous êtes étonné que c'est votre frère que vous vendez, et encore qu'il n'aime même pas l'aîné, c'est le Benjamin. Alors donc il y a un problème qui ne va pas. Essayons donc de le voir ce soir. Je ne sais pas si nous serons à la hauteur. Principalement moi, voilà. En tous les cas, nos téléspectateurs ont compris qu'il s'agit ce soir du rapport de force en ce qui concerne le Kong et le Famla. Donc moi, je vais vous inviter à vous asseoir confortablement. Nous allons passer 1 heure ensemble avec la chronique, la réflexion et bien sûr les messages auxquels vous aurez des réponses. Vous pouvez les envoyer via les numéros qui vont s'afficher sur le bas de votre petit écran. Le prochain arrêt, c'est la chronique de ce soir. L'esclavage occulte, le Kong et le Famla. Nous voilà enfin dans le couloir du Kong et Famla. Une aventure d'exploration occulte et de décryptage en vue de sonder les mystères qui se cachent derrière de tels phénomènes. Il s'agit d'effets immoraux et peu moraux faisant partie de la sphère occulte. Nous sommes dans le monde où il y a une grande confusion entre la spiritualité et la morale. Toutefois, cette confusion est le résultat de la jusante ignorance qui s'impose sur l'ensemble des habitants de notre planète, castrés par des dictateurs, un poignet de personnes qui, pour vouloir régner, en imposent leurs idées en des dignes maîtres impérialistes de notre planète. Sous l'impulsion d'une certaine démarche en vue de maîtriser son train de vie, qui se traduit par le chacun pour soi, Dieu pour tous, un concept est né, le capitalisme. Dans un premier temps, on a laissé croire que c'était question d'un héritage venant de l'effort personnel. Et on nous a laissé croire également que c'est cet effort qui devait être récompensé. Mais finalement, il se révèle que du capitalisme, la chose se trouve du côté du rapport de force. Autrement dit, la raison du plus fort. Un digne prédateur, un violent groupe de gens s'est établi au travers des peuples, fonctionnant sous l'influence de sociétés secrètes qui ont créé des mécanismes de la sorcellerie malsaine à outrance. Ces groupes profèrent un enseignement fort nocif pour le cerveau. Sous des vibrations occultes
nocives et négatives, ayant un pouvoir de domination démoniaque et en même temps un pouvoir qui sort de l'ordinaire, les permettant de l'autoprotection. Ils fonctionnent sous le label de lobby qui, à leur tour, formaient un groupe de pression. De tout cela va naître un autre concept finalement baptisé le rapport de force. En un temps de mouvement, les membres de ce groupe ont réalisé qu'il leur fallait acquérir le plein pouvoir comme droit de regard afin de régner en maître dans la cité. Ils vont s'infiltrer, s'interjecter dans tous les milieux décisionnaires du pouvoir monarchique puis politique, et ce, dans le but d'avoir le dernier mot. Ceux qui oublient les pages sombres de leur histoire sont condamnés à les répéter. Alors, nous voici de retour sur votre plateau du Monde Inconnu. Vous avez suivi avec nous, ici en studio, la chronique que nous vous proposons ce soir. Et il s'agit en fait du rapport de force, c'est bien sûr la professeure. Alors, pourquoi est-ce qu'on parlerait de rapport de force dans le Congo et le FAMLA? Bon, alors ça doit se comprendre que, comme je venais de dire là tout à l'heure à l'intro, en introduisant, j'ai fait comprendre que les gens sont à la merci des autres. Oui. Donc, il y a 3 types de personnes. On peut dire que c'est là les principaux caractères, en dehors de ce que disait Freud et bien d'autres en Occident, après avoir copié le cours chez les Égyptiens. Il y a des idiots qui savent tout. Alors, c'est des gens, c'est des messieurs imbus d'eux, et qui, pour le peu qu'il a un diplôme, surtout s'il est africain, bon réciteur de cours juste avec un diplôme, alors là, personne ne respire dans sa famille ou bien dans son entourage, surtout s'il a planché. S'il a eu le dernier diplôme universitaire d'une certaine option qui s'est faite. Alors, il ne cesse de rappeler à ce qu'ils veulent entendre qu'il n'est pas n'importe qui, il est un savant. Alors, à côté de l'idiot, parce que disons encore que l'idiot, lui, comme il est imbu de lui, même quand il n'était pas à l'école, personne ne le peut. Bon, mais sauf que c'est quelqu'un qui n'est pas objectif, qui n'est pas cadré mentalement, qui a raison à tout et qui sait tout. Alors maintenant, il y a le rusé. Le rusé, c'est l'individu qui sait qu'il ne sait pas cette chose. Parce que qui dit rusé dit malhonnêteté. Alors, comme il est malhonnête par essence et qu'il veut emballer les gens dans son tourbillon de malhonnêteté afin de vivre aux dépens de ces gens-là, alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que lui, il va, surtout lorsqu'il faut parler de l'école, il doit avoir plusieurs diplômes universitaires, parmi lesquels les diplômes de chirurgien, par exemple, pour que même s'il tue quelqu'un, il n'y a pas de problème. Parce que lui, il est quand même diplômé. Bon, alors c'est ce qui fait, donc on peut dire qu'on trouve plus de rusés dans les diplômés, et ceci étant faisant de l'université le temple de la ruse, donc le temple de la malhonnêteté. Bon, on traverse ce cap-là, on tombe sur le cap des personnes, des savants, des sages. Parce que j'ai dit, il y a des idiots, des rusés, et maintenant les sages. Le sage, c'est qu'il ne sait pas assez de choses parce que lui ne sait rien. La seule chose qui fait que l'homme sage soit quand même sage, c'est qu'il sait distinguer l'idiotie à la ruse. Et il sait que lui ne doit pas être ni idiot ni rusé. Là, ça commence, c'est le début de la sagesse. Alors, maintenant, pourquoi je prends cet exemple parlant du Congo des femmes là, comme pour naviguer à vue et ne pas aller directement à la question, pour répondre directement à la question. Oui. Simplement, c'est pour dire que
les qui vend-on aux femmes-là et les qui sont-ils les vendeurs? Les qui reçoivent-ils les gens dans ces milieux? Alors, c'est souvent des gens idiots, entre guillemets, parce que ce n'est pas de l'insulte, c'est pourquoi j'ai commencé par expliquer ce que j'entends par idiot, qui, parce qu'ils savent tout et qu'ils sont imbus de qu'on n'est pas à même de les expliquer quelque chose, ils comprennent. Alors, ce genre de personnes, quand elles ne sont pas dotées des pouvoirs innés, qui sont quand même en éveil, parce que tout le monde est doté des pouvoirs innés, mais quand c'est dormant ou à l'état latent, alors on est exposé aux prédateurs de ce monde, parce que nous sommes du rein animal. Il ne faut pas que les gens l'oublient, parce que souvent, quand on dit que nous sommes des animaux, ça énerve les intellectuels, réciteurs de cours, des messieurs bourrés de connaissances, les savants et universitaires de notre monde. Non, nous sommes des animaux. L'animosité finit dans l'homme quand il se découvrait humain. C'est-à-dire quand il traverse le cap de l'animal dans la bêtise pour le cap de l'animal dans le réfléchi raisonné. Alors ça s'explique comment? Ça s'explique que, prenons par exemple une personne qui a des diplômes universitaires, qui est patriarche. De surcroît, il est thérapeute. Mais qui ne sait rien de sa tradition, malgré qu'il soit patriarche. C'est-à-dire, parce que le médecin, il prescrit les médicaments tels qu'on lui a dit à l'école du blanc. Il n'y a pas de différence entre un monsieur non patriarche, parce que lorsque vous êtes patriarche d'un certain clan, je fais allusion au clan des Bantous du Cameroun, où certains se prévalent Mbombok, donc qu'il est Mbombok. Ça veut dire que il a toute la science du monde minéral, toute la science du monde animal, monde végétal et toute la science du monde animal. Et tous ces trois mondes suffisent pour qu'il ait une vie équilibrée. Et qu'il ne soit pas à la merci des molécules dont il ne comprend pas le fonctionnement de ces histoires dans son organisme pour ne les avoir pas étudiées dans sa tradition. Alors, à partir de là, on est donc dans un fonctionnement où le con se retrouve comme quelque chose qui, parce qu'on est encore animal, on a organisé une certaine forme d'esclavage, où les gens ont les moyens matériels grâce aux fruits, au travail des autres. Comme pour dire qu'eux, ils ne sont pas en train de gagner leur vie à la sueur de leur front, mais plutôt à la sueur des fronts des autres gens qu'ils ont apprivoisés. Alors, mais ceux-là qui gagnent leur gain à la sueur des fronts des autres, ils sont de quelle classe? Rusés, idiots ou sages? Alors, ils sont des rusés. Et les travailleurs sont les idiots. Sont les idiots. Parce que la plus grande catégorie des gens sur la terre sont des idiots. Et la minorité, c'est des rusés. C'est eux qui fabriquent les armes. C'est eux qui organisent les guerres. Ça commence dans la cour de récréation où certains enfants opposent les autres à lutter. Et ils regardent comment ça se passe et ça leur fait applaudir, ils rient. Si vous avez toujours été dans le milieu des enfants, vous allez constater qu'il y a certains enfants qui sont des instigateurs de bagarres. Tout à fait. Ça commence comme ça et ça grandit comme ça. Et là, c'est un enfant très rusé, mais très animal. Parce que parfois, il a un gabarit que ceux qui luttent sont plus petits, il peut les séparer. Il peut les protéger, les amener à ne pas lutter entre eux. Mais plutôt, lui, il veut les voir lutter. C'est la même chose que les grandes nations qui sont dotées des personnes rusées,
mettre en guerre des petits groupuscules, des tribus, des communautés, pour prendre les matières premières de leur pays, tranquillement. Et c'est là que sortent les gens donneurs de leçons qui ont mis les religions partout dans le monde, et pour qu'ils pratiquent facilement leurs cons et leurs femmes-là, made in esclavage, occulte, et ainsi de suite. Alors, donc, ça veut dire, parce que quand on regarde la classification sage, rusé, idiot, celui ou alors le groupe qui est, je vais dire, épargné, c'est le sage. Tout à fait. Donc, si on est sage, on ne peut pas être pris au vendu. Femme-là. Ou alors, et on ne peut non plus être patron, c'est-à-dire celui-là qui se nourrit du travail des autres. Alors, si tu es sage, tu es un patron qui partage les fruits de tes efforts et les fruits des efforts des autres. Parce qu'un sage est quelqu'un qui aide à l'élévation de la société. Ce n'est pas quelqu'un qui exploite les membres de la société. Alors, le sage n'est pas souvent très riche. Parce que le fonctionnement de son cerveau fait en sorte qu'il se sacrifie plus qu'il ne sacrifie les autres. Il a un peu de recul à constater que dans la société, il y a des faibles. Je peux donner un exemple sur la société, les différentes sociétés qui ont existé, qui ont été étudiées par les économistes de notre monde. Alors, les capitalistes ont paru dire que tout le monde est au bout de ton effort, tu finis par être au même pied d'égalité que l'autre, en gain et en profit. Alors, les communistes, ils ont semblé être des messieurs qui pensent que dans la société, tout le monde ne peut pas avoir le même niveau de force pour pouvoir soutenir la vie, du moins faire face aux difficultés de la vie de la même manière. Donc, il faut savoir tenir les autres. Et faibles. Bon, qui sont faibles, bien sûr, comme on le fera avec des enfants qui sont appelés à être aidés pour qu'ils puissent aussi grandir. Alors, la société capitaliste, qui est une société d'exploitation de l'homme par l'homme, une société d'impérialistes, a fini par dire que non, ce n'est pas logique que moi je travaille et que l'autre mange. Et ça a fait deux clans, parce que même les socialistes, qui étaient un clan intermédiaire, n'arrivant pas à circonscrire exactement une société humaniste, basculant parfois vers le capitalisme. Les communistes étaient restés seuls dans leur camp. Alors, au jour d'aujourd'hui, l'Afrique peine à démarrer, à avoir des possibilités de se développer, parce que nous, étant une société communautaire, où tu manges en pensant à ton frère. Parce que sur le plan métaphysique, dans chaque famille, vous pouvez trouver une seule personne qui a les moyens matériels, même quand cette famille a près de 100 personnes. Et ces moyens matériels ne l'appartiennent pas à lui seul et à sa famille, entre parenthèses, à son foyer, c'est-à-dire sa femme et ses enfants. Ça appartient à tous ceux qui ont le même lien de sang avec lui, avec qui il doit partager. Donc il doit soutenir les enfants de ses frères, de ses petits frères, il doit soutenir les enfants de ses oncles, et du moins il doit partager pour que cette famille-là ait un peu de l'oxygène. C'est pour cela que la nature lui a doté des atouts pour pouvoir aider les autres. Parce qu'il ne serait pas raisonnable de dire que Dieu est amour et de constater que certaines personnes ont plus que les autres. Et non parce qu'ils ont trop fait d'efforts. Non. Parfois, ils partent, ça vient de nulle part et tu te retrouves paf, au bon moment, au bon endroit et te voilà avec plus de moyens que les autres. Parfois, tu as fait très mal l'école. On n'a donc pas trop investi sur toi. Tes frères qui ont de gros diplômes viennent s'agenouiller pour qu'ils aient à manger auprès de toi, du moins qu'ils aient de l'argent quand il faut vraiment
traverser une situation, c'est toi qui es là. Alors, tu dois te demander que, mais qu'est-ce que moi j'ai fait de spécial à Dieu pour avoir ce don ou bien ces biens. C'est là où nous disons donc que la société capitaliste est une société satanique pour ceux qui croient au diable. Alors, pour ne pas dire c'est une société à l'envers par rapport à l'humanisme. Et donc, tous ceux qui pratiquent le capitalisme sont dans une formule d'animosité qui ne dit pas son nom. Donc, aujourd'hui, si on se retrouve dans une société où Kong et Famla évoluent tous les jours, c'est parce que, selon vos dires, c'est que nous sommes dans une société capitaliste. Bien sûr, parce que des gens veulent manger à la sueur, tout le monde veut vivre à la sueur du front des autres. Et ils ont trouvé, ils se retrouvent dans des sociétés secrètes qui fonctionnent normalement depuis la nuit des temps. Bon, comme pour expliquer que, en réalité, l'homme est plus proche du mal que du bien. On enseigne à l'enfant à faire du bien, mais on ne l'enseigne pas à faire du mal. Il fait du mal facilement. Si vous insultez des gens, l'enfant capte les insultes plus qu'à dire du bien par rapport aux gens. C'est-à-dire des mots de gratitude, les mots de félicitations et tout, ne sont pas facilement captés par l'enfant que des insultes et des choses négatives portées à l'égard d'un semblable. Alors, professeur, que faut-il faire pour être un sage? Puisque, d'après vos explications, le sage est épargné. On se rend compte que le rusé, c'est celui-là qui se nourrit de la sueur des autres. Et celui-là qui travaille pour le rusé est l'idiot. Le sage, apparemment, ne fait pas partie de ces camps-là, de cette chaîne. Donc, maintenant, que faut-il faire donc pour être sage, pour éviter de se retrouver... Alors, c'est ce que nous disons, qu'entre Dieu et nous, il n'y a pas d'intermédiaire. Parce que là, revenons en métaphysique, nous ne sommes pas dans un cours d'économie pour parler du capitalisme et du socialisme. Socialisme, du communisme, non. Mais sauf qu'il n'y a pas de métaphysique sans une société. Et l'homme étant devant être au cœur de la société comme l'entité la plus importante, nous sommes obligés de parler de tout ce que la société nous donne comme difficulté pour avancer. Et c'est pourquoi nous parlons donc du capitalisme. Bon, cependant, pour répondre à ta question, est-ce que l'homme rusé, n'est-il rusé par exemple pour bien dire la chose, ou bien il le devient? Alors, on peut dire qu'il n'est d'abord rusé, parce que c'est un problème de tempérament. Le tempérament, c'est un acquis, quelque chose que nous avons à la naissance. Le caractère, c'est la somme des habitudes qui se forment en nous, à travers notre vécu, et par rapport à l'environnement dans lequel nous sommes appelés à évoluer. Alors donc, nos caractères, c'est quelque chose pas forcément d'inné, mais le tempérament est quelque chose d'inné. Alors avec le tempérament, on peut le modifier difficilement, certes, mais les caractères viennent comme étant arrivés par la somme des habitudes qui nous viennent de notre environnement. On finit par se retrouver en train de faire certaines choses qu'on ne devrait pas faire. Soit des choses qu'on devrait donc faire. Et les choses que nous devrions faire, c'est des choses que nous avions pris conscience de leur existence et de leurs bienfaits. Et les choses qu'on ne devrait pas faire, c'est des choses que nous ne savons pas pourquoi nous les faisons. Mais on les fait quand même.
Prenons par exemple prier. Prier, c'est quelque chose qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est. On prie seulement. Mais parce qu'on nous a dit de prier. Oui, mais attends, qui a dit? Lui, il était où? Il a rencontré qui lui a dit qu'il faut faire ça. C'est ça. Bon, donc, alors, à partir du moment où tu sais distinguer ces deux fonctionnements, c'est à partir de là que tu commences à devenir sage. Parce que je voudrais dire qu'il y a des sages innés et il y a des sages qui, au cours de la vie, prennent conscience du fait que c'est vrai, il faut se méfier de l'inconnu, mais c'est aussi vrai que l'inconnu n'est pas aussi si dangereux. Alors, c'est pourquoi on parlait de culture générale. Un homme doit être cultivé. Parce que prends par exemple une personne qui porte le nom qu'on lui a donné. Et ce nom-là n'a aucun rapport avec le nom de sa communauté ou bien le nom des gens longtemps morts avant qui n'ont pas connu des influences du genre qu'on donne le nom aux gens. Voilà. C'est comme pour dire que tu ne peux pas aller dans un pays européen et trouver un homme portant le nom d'un Africain facilement, qu'il a fait sa carte et son acte de naissance là-bas. Bon, ici, il peut changer de nom, ça se comprend, c'est le brassage de la société. Mais là-bas, il ne peut pas changer le nom, au risque de lui demander que ça, c'est le nom d'un être humain. Oui, parce que ça ne reflète à rien, ça ne résume rien, ça n'explique rien, ça ne veut rien dire dans cette communauté-là. Alors comment, toi, tu es un être humain normal, tu peux prendre un nom d'un Africain qui n'est pas un être humain normal. Alors, donc à partir de là, quand on comprend tous ces mécanismes, pourquoi portons-nous les noms des gens, pourquoi prions-nous, pourquoi, quand tu te poses ces questions fondamentalement, c'est à partir de ce moment-là que tu commences à entrer dans le couloir qui te conduit à la sagesse. Mais professeur, est-ce qu'il n'y aurait pas des personnes, des sages rusés? Je vais prendre un exemple. Si nous sommes face à une situation et que vous arrivez à retourner la situation en votre faveur, sans toutefois qu'il y ait exploitation d'une quelconque personne, est-ce que cette personne-là qui arrive à déjouer la situation pour qu'elle soit en sa faveur ne serait pas un sage rusé? Alors, si tu es sage rusé, tu n'es pas un sage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ruse dans le faux et la sagesse dans le faux. Si, par exemple, on doit me mettre en prison, je fais tout pour qu'on mette quelqu'un d'autre en prison. Alors, je porte un karma. Le karma, c'est un fardeau qui peut être positif comme il peut être négatif. S'il est positif, ça te rapporte beaucoup de bien. S'il est négatif, ça t'apporte beaucoup de mal. Alors, comme le jour qu'on mange la chair du lion, ce n'est pas le jour là qu'on attrape la gale, alors, toi qui es un sage rusé, tu dois t'attendre à un karma comme quelqu'un qui a mangé la chair du lion et s'attend à la gale. Voilà. D'accord. Donc, on va proposer à nos téléspectateurs la réflexion de ce soir qui traite toujours du rapport de force et c'est un élément qui va nous permettre de comprendre le rapport de force dont il est question ce soir. On revient juste après cet élément. Ceux qui oublient les pages sombres de leur histoire sont condamnés à les répéter. De quoi est-il question aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de l'intérêt national. S'il y en a qui ne voient pas le rapport, patientez un peu, vous le verrez tout à l'heure. Mais avant tout, faisons le répertoire des forces en présence. Par ordre croissant d'importance ou de pouvoir létal, et retenez bien le mot pouvoir létal ici, nous avons le bas peuple, la basse armée, la bourgeoisie civile, la bourgeoisie militaire, le président, les nations, les forces et les institutions coloniales. Voici, dans toute relation, il ne faut jamais perdre de vue le rapport de force. C'est le facteur le plus important. En fait, à chaque fois que vous avez du mal à comprendre les comportements des gens dans une quelconque relation, employez-vous à élucider les rapports de force. Qui est plus fort que qui dépend de qui a peur de qui, et tout devient clair. L'homme ne fait rien d'illogique. C'est un être merveilleusement rationnel. Quel est donc le rapport de force ici?
Eh bien, encore une fois, vous le connaissez déjà. Le bas peuple est soumis à la basse armée. La basse armée est soumise à la bourgeoisie civile. La bourgeoisie civile est soumise à la bourgeoisie militaire. La bourgeoisie militaire soumise au président et le président soumis aux forces coloniales. Dans des pays comme les nôtres, où le code pénal ou la constitution ne servent pratiquement à rien, les groupes faibles n'ont aucune voie de recours légale pour se défendre contre l'oppression des groupes forts. Les colons peuvent écraser nos présidents en toute impunité. Nos présidents peuvent écraser tous ceux qui sont en dessous d'eux en toute impunité. Et ainsi de suite. Au bas de cette chaîne alimentaire se trouve un bas peuple qui n'espère même plus en un bonheur ici-bas. Maintenant que nous avons étalé les forces en présence et les rapports entre ces forces, Voyez le rapport. nous pouvons à présent explorer ce grand concept qu'est l'intérêt national. Notez bien ceci, l'intérêt national n'existe pas. C'est une abstraction, c'est impalpable, immatériel, virtuel, c'est très difficile à cerner, ok? Ce qui est plus facile à identifier pour chacun de nous, c'est l'intérêt individuel. Et il n'y a aucune honte à l'admettre. Les hommes sont avant tout motivés par l'intérêt individuel. Adam Smith, un éminent économiste, l'explique bien. La poursuite de l'intérêt individuel, ou cette tendance de chaque homme à chercher à améliorer sans cesse son sort, entraîne pour chacun un comportement qui a pour effet d'aboutir au niveau national à la meilleure organisation économique possible. C'est le fameux concept de la main invisible, un processus naturel par lequel la recherche par chacun de son intérêt personnel concourt à l'intérêt général. Exemple, au village, vous balayez votre cour et vos alentours. Votre voisin balaye sa cour et ses alentours. Le voisin du voisin balaye sa cour et ses alentours. À la fin de la journée, c'est tout le village qui est propre. Mais au départ, il n'a jamais été question de la propreté de l'ensemble du village. Seul l'intérêt individuel est réel, palpable. Il est donc irréaliste, très illusoire, hyper naïf d'espérer et même d'exiger que votre président, brusquement, pour la simple raison qu'il est devenu président, ne poursuive plus son intérêt individuel, mais qu'il poursuive seulement l'intérêt national. Votre président est comme vous. Il est avant tout un humain, un individu. Il est naturellement programmé pour d'abord veiller à son intérêt personnel, veiller sur son sort. C'est une réalité absolument humaine et immuable qu'il vaut mieux ne ni dénier ni dénoncer parce qu'elle est là pour rester. Il faut seulement apprendre à la guider, la manipuler, la contourner, créer des mécanismes. Chaque peuple doit s'arranger pour que l'intérêt individuel de son leader puisse coïncider avec l'intérêt général de la nation. En d'autres termes, dans votre poursuite de l'intérêt national, qui n'est d'ailleurs qu'un déguisement de votre intérêt individuel, n'oubliez jamais que votre leader, lui aussi, est avant tout motivé par son intérêt individuel. Si ça ne l'arrange pas, il ne le fera pas. Si vous satisfaire implique qu'il sera tué par l'Occident, il ne vous satisfera pas. Son nom, c'est Faure Gnassingbé, c'est Ouattara, c'est Biya, c'est Bongo, c'est Nguesso, c'est pas Jésus-Christ. Il ne sera pas l'agneau à immoler pour le peuple. Non. Il a aussi droit à vivre. Nous allons revenir avec notre réflexion, professeur, qui nous parle de rapport de force, tout en nous montrant que le président de la République reste un homme qui va d'abord mettre en avant ses intérêts avant celui, ou alors national, hein. Avant l'intérêt de tout son peuple. Alors, est-ce que dans votre classification sage, rusé, idiot, le président de la République, cet homme-là qui est censé, je vais dire quoi, qui est censé se battre pour le bien commun d'un peuple. Mais apparemment, selon l'élément qu'on vient de suivre, est d'abord un homme, donc, qui se bat d'abord pour ses intérêts propres. Il est, on va le classer à quel niveau? Sage, rusé ou idiot? Bon, alors, il faut dire une chose, l'ensemble des personnes, des personnalités de ce monde. Oui. Je ne parle pas des Africains. Je ne parle pas des pays du tiers-monde. Je parle des pays dits développés. Oui. C'est les rusés. Alors, si tu n'es pas rusé, tu es idiot. Le lobby ou le lobbyisme qui gère le monde te gère. Il y a plein de personnes qui pensent aujourd'hui que depuis un bon nombre de décennies, la France est influencée par un lobbyisme
financier, le Röchler. Alors, si ce lobbyisme-là existe, il n'existe pas pour le bien du monde entier, il existe pour les biens personnels. Alors, ils cherchaient pour fluidifier leurs capitaux, puisqu'il s'agit du capitalisme, des agents qui pourront accepter marcher avec eux. Et ces agents, pour leur intérêt personnel, devenus présidents de la République, ils vont défendre leur tête, leur position. Alors, dans les pays du tiers-monde, on fait le choix de qui accepte un certain nombre de choses. Alors, si tu ne l'acceptes pas, on te tue. Et si on te tue, ce n'est pas parce que tu es idiot, mais c'est parce que tu as voulu être rusé, entre guillemets, ou alors sage. Mais moi, je dirais parce que tu as voulu être sage, ou parce que tu étais sage. Parce que c'est le sage qui, dans sa sagesse, peut se retrouver dans des situations conflictuelles, oubliant la question des rapports de force. La question des rapports de force, c'est quoi? C'est que, au lieu d'accepter faire certaines choses pour se heurter à un mur, il vaut mieux ne pas les faire. Et là, tu ne seras pas heurté à une situation de rapport de force. Par exemple, si on vient à te proposer de gérer un village et que tu penses que tu dois répondre à certaines interpellations qui ne cadrent pas avec ta sagesse, oui, entre guillemets, avec ta manière de voir les choses. Alors, il vaut mieux décliner et dire que non, je ne suis pas à la hauteur de faire cette mission-là, parce que je ne vais pas faire votre volonté et ça ne va pas marcher. Mais il ne faut pas dire je ne vais pas faire votre volonté, là, ce n'est pas sage. Parce que c'est les insulter. Alors, il faut tout simplement dire que je ne suis pas à la hauteur de faire ce que vous me demandez. Même au prix de votre vie? Non, si on pense que tu es à la hauteur et que tu refuses, c'est là-haut, c'est au prix de votre vie. Mais si tu ne l'éprouves pas à plus bas que... Parce que la sagesse, alors aussi, dans le cas d'espèce, pas comme ce que tu disais maintenant, de détourner la chose d'autrui parce que tu veux sortir d'une situation. Là, ce n'est pas sage. La sagesse veut dire que tu es utile à celui qui sera chef du village qu'à être chef du village toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, toi, tu peux rester en retraite et de temps en temps, quand il y a des situations dans le village, le chef du village peut venir te voir et dans ta sagesse, tu ne l'indiques pas à se révolter contre ses chefs. Dans ta sagesse, tu ne l'amènes pas à comprendre qu'il ne devrait pas prendre cette place-là. Oui. Bon, il est devant une situation. Le village, il en fallait un chef. Alors, il n'y avait pas de choix. Et la nature a voulu que c'est celui-là qui soit chef. Et la nature a voulu qu'il y ait un sage dans ces villages, c'est toi. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes des conseils qui peuvent correspondre à son état d'esprit et par rapport aux problèmes à solutionner. Mais quand le problème regarde ses chefs, tu ne lui donnes aucun conseil. Donc, moi, si j'ai bien compris, ça veut dire que le sage est celui-là qui apporte des solutions, je vais dire, qui font en sorte que chacun, tous les côtés, soient gagnants. Le sage n'apporte pas des solutions qui mènent au chaos pour un côté ou bien... D'accord. Donc, moi, je vais revenir parce que là, on a un téléspectateur qui revient également là-dessus. En disant qu'il pense que la ruse est plutôt un sous-élément de la sagesse. Parce que selon lui, c'est parce qu'on est sage qu'on arrive à être rusé. Non. La ruse égale malhonnêteté. Le sage n'est malhonnête en aucune fois. Oui. Donc, franchement, si quelqu'un pense que c'est rusé de sortir d'une situation au profit de ta liberté, on sacrifie quelqu'un d'autre, parce que tu as été sage et rusé,
je dirais non. Parce que ce qui te concerne comme punition, quand tu es sage, accepter cela. Oui. Parce que tu ne sais pas pourquoi cette punition. Moi, je donne un exemple simple. Une personne peut ne rien avoir fait, n'a rien fait, quoi. Oui. Alors se retrouver dans une histoire où on le met en prison. Alors, mais un magistrat, un ami et tout vient lui dire que tu sais quoi. Bon, moi je vais donner de l'argent, tes sorts. Bon, le sage doit dire ceci. Laisse-moi en prison. Même en sachant qu'il est innocent. Oui, il est innocent, mais pourquoi lui? Pourquoi pas un autre? C'est qu'il y a des choses que la nature lui reproche. La nature, le passé lointain, peut-être, lui reproche quelque chose. Et qu'il faille payer pour ce qui s'est passé quand il ne se souvient plus de ce qu'il avait fait. C'est pourquoi, à l'instant, là, il est face à une situation punissante et il a accepté la punition. C'est là la sagesse. Alors, cette punition peut avoir un autre côté positif. C'est que s'il restait dehors, sa maison allait se brûler, lui, dedans. Puisque pendant qu'il est en prison, une nuit, sa maison prend feu et tout se brûle. Tout. Alors, il est en prison, il s'en sort vivant, parce que pendant que tout se brûle, son affaire est convoquée au parquet. Donc l'affaire pour laquelle il est en prison est convoquée, on le libère. Au lendemain de cette affaire, comme étant innocent. Il n'a même pas fait un mois en prison, quelques semaines, et le voilà sorti. Et tout le bruit court à son profit que les amis viennent à l'aider à refaire sa maison. Il a échappé la mort, il a regagné sa maison, parce qu'il était sage. Est-ce que tu comprends ce que j'explique? Si on arrivait à acheter sa tête en disant qu'il ne doit pas aller en prison, il mourrait dans cette maison que la nature n'a pas voulu qu'il meure à ces moments-là. Donc le sage voit toujours les choses du côté positif. Donc, professeur, moi j'ai l'impression que en fait, on va revenir à ce qu'on a l'habitude de dire, tout ce que Dieu fait est bon. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais plus sinon, que si Dieu vous n'allait êtes pas condamné, plus que si vous êtes condamné, je vais dire injustement, puisque vous vous retrouvez en prison pour quelque chose que vous n'aviez pas fait. Et vous dites que le sage devrait, à ce moment, dire à quelqu'un qui voudrait bien lui permettre de sortir que non, laissez-moi en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. Donc, il y a un cas d'injustice, si on peut le dire ainsi. Mais... Et puis, les circonstances veulent que la maison brûle et puis il soit acquitté quelque temps après. Mais c'est une façon de dire, bon, tout ce qui nous arrive à un moment dans la vie, on doit laisser que ça nous arrive. Bon, alors quand on dit Dieu, là, ça me confond. Parce que moi, je parlais du Père de Dieu. Ok, du grand-père. Bon, le grand-père de Jésus. D'accord. Quand on dit juste Dieu comme ça, moi, ça me confond. D'accord, disons donc que le grand-père de Jésus. Sinon que moi, je dis tout ce que la nature nous prépare, nous expose ou bien prépare pour nous. Voilà. Eh bien. Bon. Parce qu'il n'y a rien pour rien. Les lois de la nature sont incorruptibles. Et il faut savoir accepter les choses telles que. Alors, c'est difficile ce que je dis. Parce que il faut qu'on se pose la question, est-ce que moi-même devant une situation où on va bien me tabasser. Est-ce que devant cette situation, alors, vous feriez pareil? Est-ce que je vais faire comment? Je vais agir en disant non, ne me tabassez pas et jetez-moi en prison. Non, tabassez-moi et jetez-moi en prison. Il y a des risques que je sois en train de dire que alors pourquoi ne pas accepter que on intervienne pour moi?
Mais en réalité, il y a des choses qu'on fait tout en sachant que ce qu'on fait maintenant, ça va vous retrouver demain. C'est là la différence entre celui qui fait les cours de métaphysique et qui a compris comment fonctionne la philosophie de la vie, et celui qui vit seulement. Bon, il peut vivre d'un environnement qu'il a élevé, qu'il a érigé à un niveau, lequel niveau il se retrouve maintenant. Il n'y a pas de problème, avec tous les avantages qu'il a, et se refuse d'être puni, alors qu'il a terriblement des relations et des avantages, oubliant que non, peut-être la punition qui lui vient là vient de ses parents. Peut-être tes parents ont fait des bêtises avant que tu ne sois né, et tu es en train de payer pour leurs fautes. Parce que, prenons par exemple le cas de l'esclavage dont on parle. Alors, les esclavagistes européens, quand on a aboli l'esclavage, ils ont eu les dédommagements. Mais on n'a pas dédommagé les Africains et les esclaves qui étaient esclaves, des victimes, oui. Qui étaient vraiment des victimes. Bon, alors, vous pensez que cette situation va caler comme ça? Ce qui est prévu pour l'Europe et l'Amérique, métaphysiquement, c'est ce qui a été pour Atlantide, un continent perdu à l'océan où se trouve aujourd'hui l'océan qu'on a baptisé finalement l'océan Atlantique. Comme les hommes doivent payer de leurs fautes, c'est comme ça que les continents tout entiers qui ont gardé des gens méchants payent de leurs fautes. Et il y a cataclysme. Il y a eu 2 continents que l'humanité est perdue. Il y a eu un continent qui était perdu du côté de l'océan Pacifique. Et il y a Atlantide, un continent qui a été perdu du côté de l'océan Atlantique. Pour étouffer ça, on parlait de l'île, c'était un continent. Tous les continents, c'était combien? Si c'est 10 fois ou 11 fois la France. Alors, donc, en réalité, tout ce que nous faisons, nous les humains, retourne contre nous de façon à aller même au-delà de nos terres. Parce que il y a eu des races. Il y a eu la race noire comme première race. Il y a eu la race rouge. Les rouges, on ne les voit pas aujourd'hui en circulation dans la vie. Mais c'est eux qui étaient des personnages d'un très haut niveau de l'Atlantide. Alors, quand l'Atlantide s'est engouffrée, parce que quand on parlait de l'arche de Noé dans la Bible, il y a plein de choses qui s'expliquent derrière tous ces récits, puisque la Bible, en quelque sorte, est d'abord un livret d'histoire avant d'être un livret moral et puis spirituel pour ceux qui y croient. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que le rapport de force détermine-t-il notre pouvoir? Parce que là, je vais dire qu'on va directement avec les questions de nos téléspectateurs parce qu'ils ont été nombreux à nous écrire. Et vu le temps qui nous reste, on va aller avec... on va essayer d'apporter les réponses à leurs questions. Alors, le rapport de force détermine-t-il notre pouvoir? C'est Emmanuel qui nous écrit. Oui, mais... les rapports de force déterminent notre pouvoir. La basse classe, le bas peuple, quand on veut tuer les gens dans le bas peuple, ils vont faire quoi? Ils ne peuvent rien faire. Ce n'est pas la même chose que lorsqu'on veut tuer les gens d'une certaine classe, ou bien ceux qui gouvernaient ce monde. Donc, la question est très facile à répondre. Alors, monsieur Eric, depuis Garoua, pose la question que je pose toujours. Comment être sage et comment s'initier à la métaphysique? Bon, alors, s'initier à la métaphysique, c'est un problème qui ne se pose pas au niveau de l'émission, je crois. Parce que ça fait comme si on voulait faire la publicité. Celui qui cherchait la lumière finit par la trouver. Les numéros qui s'affichent au bas du petit écran sont spécifiques pour que les gens aient l'occasion de nous poser des questions hors antenne et qu'on essaie, qui nous agacent même. On finira par leur dire qu'est-ce que nous voulons
dire qu'est-ce que nous entendons par formation en métaphysique? Pourquoi toujours insister avec cette question à l'antenne? Moi, je ne trouve pas pourquoi. Parce qu'en fait, moi, je voudrais que les gens comprennent qu'il y a des choses qu'ils peuvent découvrir eux-mêmes. Et découvrir une voie, ne fût-ce qu'une école qui forme en métaphysique, ça se cherche, ça s'acquiert. C'est quelque chose que tu peux souffrir pour avoir. Disons que le chemin, il est très long et périlleux. Large et spacieux, le chemin qui conduit à la perdition. Le chemin est étroit et ondulé, cabossé, avec des épines et tout. C'est ça qui conduit à Dieu. Hein? Dieu, ça Au grand-père de Jésus, vous voulez dire? Oui, Dieu le grand-père de Jésus. D'accord. Alors, Karl veut savoir si la sagesse est-elle divine ou humaine? La sagesse, elle est divine, hein? Et elle devient humaine parce qu'il faut qu'elle se traduise par les gestes, les actes et tout ce que l'homme émet comme pensée, comme parole et comme acte. Voilà. Alors, professeur, que pensez-vous, que dites-vous de ceux qui pensent que même la nature est injuste? Alors, ils le disent parce qu'ils sont paresseux. Hein? Bon, ils ne trouvent pas. Ils sont paresseux. Pourquoi je le dis? La fainéantise fait que quelqu'un qui n'aime pas travailler trouve que c'est trop souffrir à travailler. Alors quand il travaille un peu, il n'a pas de récompense, il dit vraiment la nature est injuste. La nature n'est jamais injuste. Hein? Si tu tombes dans le feu, ça te brûle. Elle est incorruptible. Si tu tombes dans l'eau, tu ne sais pas nager, tu vas te noyer. Hein? Etc. Bon, donc, si vous posez des actes que vous voulez la récompense tout de suite, et que vous n'ayez pas la récompense, patientez. Arrêtez de penser que parce que vous avez trop transpiré, que l'autre a transpiré peu, que la nature est injuste. Auquel cas, on dirait que vous êtes né le même jour, ou bien vous avez été, vous êtes de la même incarnation. Il y a des gens, il a beaucoup travaillé au cours des vies antérieures, et il est le fils d'un président de la République, ou bien d'un richichine. Et là, comme ça, il trouve le café le matin à table, jusqu'à sa mort. On est à son service parce qu'il avait trop travaillé. Par le passé, il cassait le bois, il cassait les pierres et tout était dans une carrière et on ne le payait même pas, mais il n'en faisait pas cas. C'est ça. D'accord. Donc, comme pour dire qu'on ne peut pas dire que la nature est injuste. Parce que la nature est Dieu. Alors, c'est là le vrai Dieu là-bas. Voilà. D'accord. Alors, Fanta Diawara, elle nous écrit depuis Conakry et elle souhaiterait qu'on développe le fameux cas de lobby. Tout à l'heure, vous aviez parlé de lobbyisme. Je crois que c'est de ça qu'elle... On y revient. Les émissions futures. Nous ne finissons pas le con et le femme là, donc l'exploitation de l'homme, par toutes les voies occultes, les voies classiques et tout, sans parler du lobbyisme. Parce qu'il y a des mouvements ésotériques, il y a le vampirisme, il y a tout. Toutes ces choses-là doivent être mises à nu pour que les gens comprennent pourquoi nous sommes exposés à ces histoires-là. Alors, Descartes voudrait savoir si la sagesse n'est pas juste un instinct humain. Bon, qu'ils le disent comme il dit, mais je crois que la sagesse, ce n'est pas, comme on dit, le génie. Hein? Parce que quand quelqu'un a son bac à 15 ans, ou à 11 ans même, et qu'on ne le voit nulle part qu'il a créé quoi que ce soit, qu'il était seulement réciteur de cours, il avait vu réciter les cours, c'est la joie de sa famille qui investit de l'argent et que lui ne met pas trop du temps à l'école. Là où on met 100 millions pour avoir un enfant à l'université terminant, on met peut-être 50 millions, mais alors il y a de quoi être content. Et après, l'enfant devient quoi? Moi, je n'ai jamais vu un génie qui parce que trop avoir eu très vite ses diplômes, oui, il y a eu quelque chose qui soit sorti de lui. D'accord. Ouais. Alors, professeur, est-ce qu'on peut être sage sans être intelligent? Et puis, est-ce qu'il y aurait un âge pour être sage? C'est-à-dire, un enfant de 3 ans peut-il être sage, tout comme un vieillard de... Alors, maintenant, là, vraiment, ta question, elle est formidable. Ah non, c'est la question d'un téléspectateur. Ah, d'accord. Alors, intelligence. Tout le monde est intelligent, oui, à son niveau.
les Blancs qui nous ont colonisés, le fait qu'on accepte leur nom, le fait qu'on prie comme ils nous ont demandé de prier, le fait qu'on boit les médicaments qu'ils font, qu'ils savent que c'est du poison, ce n'est pas des produits qui guérissent, que ça soulage seulement. Le fait, certains Blancs disent que le Noir n'est pas intelligent. Ils disent que d'autres régions du monde ont été colonisées en dehors de l'Afrique et que, ayant compris leur jeu, je cite, je ne veux pas, d'ailleurs c'est Richard Smith, un guitariste anglais, qui dit, ayant compris leur jeu, ils se sont mis ils ont utilisé les outils qu'ils ont eu d'eux pour se prémunir. Alors, de quoi dire donc qu'eux, ils sont intelligents et que le Noir, qui est un aligné, qui est un monsieur assimilé, n'est pas intelligent. Alors, pourquoi? Parce qu'il faut se démarquer entre l'intelligence, il faut une démarcation entre l'intelligence, la ruse, la sagesse, la raison. Alors, une personne qui est sage est raisonnée. C'est-à-dire, il fait la synthèse entre le pour et le contre. Et cette synthèse l'amène à dire, ça je ne dois pas faire. Ça, c'est pas bien. Il n'a pas besoin qu'il aille à l'école du bien et du mal. Ou qu'il soit en face des lois que les Européens sont venus avec en Afrique. Parce que les lois de l'Allemagne concernent les Allemands dans leur tradition. Tout à fait. Les lois de l'Angleterre concernent les Anglais dans leur tradition. Les lois de tous les pays là. Mais les lois d'Afrique concernent les Africains dans la manière de manipuler les lois venant du colon. Alors, il y a un problème. On est en manque d'intelligence et on ne raisonne pas. Un sage s'aperçoit directement sur ça. Mais le non-sage, le rusé, va te dire, bon, mais attends, mais le monde, c'est de pleurnicher, c'est quelle histoire? Vous avez la nostalgie du passé ou quoi? On ne va pas refaire le monde. C'est passé, c'est passé, c'est passé. C'est ça le rusé. L'idiot, lui, il n'est même pas dans ce genre de discussion. Il trouve que c'est un passe-temps. Bon. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas prêt à raisonner dans sa vie. Donc, la sagesse, c'est la raison. On va prendre une toute dernière question. Je vais lire le message parce que ce n'est pas tout à fait, je ne vais pas dire tout en fait rapport, mais il y a quand même un rapport. Bonsoir à vous au plateau. Ma mère a fait 13 enfants et maintenant nous sommes 5 qui restons. Et moi, je suis considérée comme l'aînée. Je suis mécanicien à Isaka Yaoundé. Mais il m'est reproché que je ne suis pas, je ne réussis pas, voilà, à cause de mon père. Moi, je ne comprends pas. C'est Jean-Claude depuis Yaoundé. Alors, c'est pas, il n'a pas dit qu'il lui reproche. C'est un voyant qui le lui a dit. Ou bien... J'espère qu'il nous écoute et qu'il pourra oui, bon, il va réagir. Son message. Bon, comme on n'est plus de l'antenne, il va réagir hors antenne, il peut écrire toujours. On va reprendre. D'accord. Donc, professeur, un dernier mot, sage, rusé, idiot. Que devons-nous faire? Alors, non, je crois qu'on a compris qu'il faut tout faire pour être sage. Bon, alors, on parlait du con, du femme là, et dans le contexte de l'esclavage occulté. Oui. Alors, nous voulons dire que ce soir, on s'est apaisanti sur les rapports de force. Oui. Alors, nous pensons que nous allons évoluer dans ce couloir jusqu'à pénétrer la maison du con et de femmes, là, dont les mouvements secteurs qui font dans le con et le femmes, là, dont les mouvements secteurs mondiaux, quoi, qui font dans ces secteurs et qui font tout pour assujettir le monde, où il se passe une hégémonie, soit occidentale, qui irait en maître. Bref, on doit comprendre pourquoi l'homme est arrivé à un niveau si bas. Pendant que nous sommes en train d'humaniser la Terre, disons-nous, ou nous dit-on,
Mais on sombre dans les guerres, on sombre dans les guerres froides, on sombre dans une certaine forme d'esclavage et tout. Et puis on tient toujours les gens en colonisation, en néocolonisation, et toujours par ceux-là même qui pensent qu'ils sont de la grande classe et qu'ils sont de la race supérieure. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire que vous promettez à nos téléspectateurs d'entrer un peu plus en profondeur et réellement de toucher du doigt le Kong et le Famla dans les prochaines éditions. Tout à fait. Alors, moi, ce que je vais vous proposer, alors non pas vous proposer, ce que je vais vous suggérer, c'est de rester fidèle à Canal 2 tous les mardis entre 23h et minuit pour suivre Le Monde Inconnu, mais surtout pour toucher du doigt les réalités du Kong et du Famla. J'ai été ravie de vous avoir et surtout de vous savoir nombreux parce que les messages, nous en avons eu tellement. Nous n'avons pas pu répondre à tous les messages en l'antenne, mais nous vous promettons de le faire dans la semaine hors antenne. N'hésitez pas, vous pouvez appeler à ce numéro hors antenne, même en semaine, et vous aurez des réponses à toutes vos questions. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain sur la même chaîne et à la même heure.